Lieutenant. Je me suis aperçu que quand il y avait des vagues de 50 cm de haut dans la mer, il fallait peut-être commencer dans un environnement plus soft. Donc j'ai un peu repensé ma stratégie de ce côté-là. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui pourraient être au bord de la piscine en train de siffler un mojito un samedi après-midi à 17h et qui à la place sont enfermés dans leur chambre devant l'ordinateur pour enregistrer cet épisode de podcast. Je suis Stanislas de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Et ça me fait penser que là où je suis, j'ai une piscine vraiment magnifique, splendide, et je n'y suis pas encore allé, mais c'est parce qu'il fait très froid. Donc je vais attendre un peu parce que la majorité des piscines ici en Asie de manière générale, elles ne sont pas forcément chauffées. Parce que finalement, le fait qu'il fasse 35 tout le temps, ça suffit. Et donc quand il fait un peu frais, après il faut être courageux, quoi. Est-ce que tu es courageux, Stan ? Est-ce que tu vas dans les piscines froides ? Moi, je ne vais pas dans les piscines froides parce que je ne sais pas nager. Donc ça règle le problème pour moi. Tu sais pas nager ? Par contre, je prends des douches froides. Donc c'est censé être très bon pour la circulation. Mais comment ça se fait que tu sais pas nager ? On peut en parler un peu ? On peut en parler un peu si tu tiens, parce que quand j'étais petit, on m'emmenait à la piscine pour apprendre à nager. La piscine était froide et ça me gonflait. Donc assez rapidement, j'ai dit que j'ai arrêté d'aller à la piscine parce qu'il faisait trop froid à la piscine publique à Paris et que j'avais pas envie de me cailler. Et donc du coup, j'ai refusé d'y aller et ça a créé une certaine lacune dans mes capacités de nage. Et étant plus vieux, j'ai pas vraiment fait l'effort d'apprendre correctement. Voilà. Et c'est quelque chose, tu penses finir ta vie sans savoir nager ou tu penses t'y mettre à un moment ou à un autre ? Non, j'ai un plan assez défini de me mettre à nager là. Quand j'étais en vacances récemment, j'ai essayé d'apprendre à nager, mais je me suis aperçu que quand il y avait des vagues de 50 cm de haut dans la mer, c'était pas forcément le meilleur endroit pour apprendre et qu'il fallait peut-être commencer dans un environnement plus soft. Donc j'ai un peu repensé ma stratégie de ce côté-là. Ceci dit, la mer, je pense que c'est pas mal parce que dans la mer, t'as une meilleure flottaison quand même. Je pense que c'est pas si bête que d'apprendre dans la mer plutôt que dans la piscine. Oui, mais le problème de nager, c'est pas la flottaison, c'est la respiration. Et quand t'as des vagues qui te bouffent la gueule toutes les 2 minutes, c'est là où c'est compliqué. Mais en tout cas, mais c'est vrai que je connais pas mal de gens comme ça. Et en fait, vu qu'ils en parlent pas, tu le sais jamais vraiment qui savent pas nager. Et effectivement, en tant qu'adulte, j'imagine que c'est un des trucs les plus compliqués parce qu'il faut quand même... l'appréhension en tant qu'adulte n'est pas la même que l'appréhension en tant qu'enfant, je pense. Et bon, ma grand-mère a appris à nager à l'âge de 68 ans, je crois, donc tu vois, c'est toujours faisable. Il faut juste s'y mettre. Après, voilà, moi, j'ai pas de croyance que c'est impossible. Tu vois, c'est juste quelque chose que j'ai pas sérieusement attaqué. Et j'en ai pas fait une priorité. Mais le jour où je me dis que je veux en faire une priorité, c'est quelque chose que tu peux assez rapidement dominer. Et d'ailleurs, puisqu'on Est-ce que tu sais faire du vélo ou pas ? On va faire une transition. Je sais faire du vélo. On va faire une transition de malade parce que Tim Ferriss a du très beau contenu sur comment apprendre à nager. Tim Ferriss a appris à nager quand il avait genre 35 ans. Et du coup, à la manière de Tim Ferriss, il a décomposé la technique de nage, il t'apprend un truc, etc. Donc je pense que je vais tester la technique de Tim Ferriss pour apprendre à nager. Voilà, Putain, je savais même pas, c'est quand même dingue parce qu'il passe son livre à dire qu'il est au Bahamas au bord de la plage, qu'il est à côté de la piscine, et en fait c'est juste pour la vue, quoi. Bah oui, peu de gens vont aux Bahamas pour faire de la nage de compétition. Je dis pas que si tu me lances dans l'eau, je coule comme une pierre. Hein. C'est juste que je sais pas sérieusement nager tu sur te débats pendant 15 minutes avant de mourir, quoi. On parle aujourd'hui du coup de Tim Ferriss et on parle en particulier du bouquin La semaine de 4 heures. Et on va se demander, la semaine de 4 heures, voilà, qui est sortie en 2007 à l'origine. Aujourd'hui, on est en 2016. Est-ce que ça tient ? Est-ce que c'est toujours un livre qui est pertinent ? Quel impact il a eu pour nous personnellement ? Quels sont les éléments dans le livre qui sont des mythes ? Quels sont les éléments qui tiennent de la réalité ?
Euh, Moi, je vais préfacer cet épisode parce que je pense que les gens commenceront à avoir une intuition que je suis absolument un fanboy de Tim Ferriss. Donc, bien au-delà de la semaine de 4 heures, moi, j'écoute tous ses podcasts, je suis son site depuis très longtemps. Je trouve que c'est quelqu'un de vraiment très intelligent, très intéressant. C'est quelqu'un que je suis beaucoup, que j'émule pas mal, etc. Donc, je suis absolument biaisé sur Tim Ferriss. La plupart des gens se sont contentés de lire la semaine de 4 heures et on n'en a aucune vision très différente de la mienne, où moi, j'ai vraiment passé des heures et des heures à consommer son contenu et son podcast est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la petite préface pour dire que je ne suis absolument pas objectif sur ce sujet. Paul, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as lu La semaine de 4 heures ? Je l'ai lu assez tardivement. Donc, contrairement, il y a beaucoup de personnes en fait qui lisent d'abord La semaine de 4 heures, puis qui ensuite deviennent digital nomades. Moi, je l'étais déjà. Je l'ai lu 6 mois après être arrivé aux Philippines, je pense. Et pour le coup, j'aime beaucoup Tim Ferriss, j'aime beaucoup son blog, le livre un peu moins. Par contre, il y a toujours un truc j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment de personnalité en fait, Tim Ferriss. Alors, je ne sais pas si c'est voulu pour justement, notamment sur son podcast, c'est de faire parler ses invités. Mais est-ce que tu pourrais vraiment définir Tim Ferriss, quoi ? Ah, bien sûr, oui. Mais oui, moi j'ai passé peut-être 100 heures de ma vie avec Tim Ferriss, dans ses bouquins, en lisant son site, en écoutant ses interviews, etc. Oui, je pourrais te définir très précisément Tim Ferriss, je peux te dire ce qu'il aime dans la vie, où est-ce qu'il va en vacances, quels sont ses intérêts, quels sont ses amis, etc. Ouais, j'ai passé beaucoup. Je suis vraiment intéressé par le personnage. J'imagine chez Stan, vous savez, il y a un mur complet avec toute la vie de Tim Ferriss, avec des trucs qui les relient, ses amis, les endroits où il va le jeudi soir. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. J'ai son poster dans ma chambre, j'ai son livre dédicacé, j'ai des sous-vêtements Tim Ferriss. Tu vois, c'est. Donc voilà. Est-ce que du coup, ayant lu le bouquin après avoir débuté, est-ce que le bouquin t'a apporté quelque chose ? Il m'a apporté en fait toujours un petit. C'est un peu pareil pour Millionnaire Fastlane. C'est un petit sursaut en fait de motivation. Après, c'est vrai que le livre, quand j'ai lu, il était déjà sorti depuis 8 ans. Donc tout ce qui est la partie ressources, elle valait plus grand-chose. Et après, en fait, dans le livre, il y a beaucoup. En fait, l'idée centrale, c'est vraiment d'automatiser le travail et qu'en gros, vous puissiez profiter de la vie en générant des revenus. En fait, l'idée, c'est de ne pas garder tout sur soi-même. Et c'est quelque chose quand même qui est très important, c'est que beaucoup de gens vont se rendre compte quand ils vont se lancer. C'est très facile, en fait, de devenir ce qu'on appelle un solopreneur. C'est-à-dire que vous gagnez bien votre vie, mais vous ne pouvez pas grossir parce que vous prenez toute la charge de travail pour vous-même, en fait. Et donc, justement, déléguer et automatiser, c'est pas très agréable au début parce que moi, j'aime bien m'occuper des choses moi-même. Mais si vous voulez justement dégager du temps et aussi décupler votre croissance, c'est nécessaire, quoi. C'est ce que j'en ai retiré personnellement. Moi, j'ai fait le cas inverse. Moi, j'ai lu assez tôt. Il m'a rapidement influencé au départ. Il a beaucoup impacté la façon dont je réfléchissais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on ferait un podcast nomade digital si Tim Ferriss n'avait jamais existé ? C'est-à-dire, même si toi, tu l'as pas lu dès le départ, est-ce que tu ne penses pas que ce bouquin a défini la culture qu'on vit aujourd'hui ? Il y a toujours des manières directes parce que après moi j'ai découvert par exemple un peu ça via Pat Flynn. Ça se trouve lui aussi ça il a été influencé. Il y a toujours c'est sûr que ça a été un énorme, comment on appelle ça, une pierre dans la mare, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est le chaudron dans ma tête. C'est l'expression que tu cherches. C'est une pierre dans la mare, mais ça a été un pavé dans la mare, c'est ça qu'on dit, un pavé dans la mare qui permet effectivement de poser le pied sur le pavé et de pas être dans l'eau, quoi. Je sais pas. Ok. Donc vraiment, c'était un truc fondateur, quoi. Ça a été un texte fondateur. On peut avoir un peu le christianisme. Ça a été créé par la Bible. Le digital nomadisme, ça a été créé par la semaine de 4 heures. Ouais. Ça existait. Il y a déjà des gens qui vivaient ce mode de vie. Faut pas. Il y a déjà des gens, même il y a 20 ans, 30 ans, qui vivaient un peu comme ça. Peut-être pas directement via les ordinateurs, mais qui, de manière générale, travailler en voyageant, ça existait déjà. Des écrivains, peu importe. Mais qui ait conceptualisé ça autant, ça a été le premier gros livre à faire ça, quoi.
D'ailleurs, j'ai vu une anecdote assez Vas-y, drôle. Enfin, tu vas-y. pourras noter mon anecdote de 1 à 10 Je suis prêt. à la fin, qui est liée à ma propre histoire. Donc, moi, quand j'ai commencé à voyager, à gagner un peu ma vie sur Internet, j'en ai d'ailleurs parlé dans le dernier épisode, mais ma famille avait un peu voilà, c'est un peu incompréhensible pour eux ce que je faisais. Et donc, mon père, dans un effort de compréhension, m'a dit t'as pas un truc à me recommander pour que je puisse mieux comprendre ce que tu fais, etc. Donc, du coup, je lui ai filé la semaine de 4 heures. Et mon père a lu la semaine de 4 heures à l'âge de, j'ai envie de dire, 56 ans. Tu vois. Il était déjà bien installé il est fin de carrière, etc. Et ça a eu un impact énorme sur lui. Et encore aujourd'hui, il fait encore référence à Tim Ferriss, à la semaine de 4 heures. Ça a largement influencé dans les années suivantes la façon dont il avait construit sa vie, la façon dont il gérait ses affaires. Maintenant, il cherche un peu à automatiser son travail, alors qu'avant, il était à fond dans le truc manuel, il soignait des gens, etc. Il a pas mal été influencé par toute cette partie. Et c'était fou pour moi de penser que Tim Ferriss, qui pour moi était vraiment un truc de nomade digital, de jeune, etc., pouvait avoir un impact, tu vois, sur notre génération et pouvait un peu ouvrir à mon père qui avait déjà eu une longue vie derrière lui des nouvelles portes. Tu vois, il avait ouvert comme ça, trouvé des nouvelles opportunités. Mais en France, c'est très populaire. C'est impressionnant à quel point autant le mouvement nomade digital n'est pas monstrueux, mais par contre, le livre en lui-même de la semaine des 4 heures, je pense parce qu'il a été traduit notamment, est très très populaire en France. C'est incroyable le nombre de personnes qui l'ont lu. Et généralement, quand je dis justement ce que je fais, il me dit d'ailleurs, t'as lu la semaine de 4 heures, toi. C'est un truc. C'est vraiment. Même les gens qui sont pas directement dans le milieu, je sais pas si à un moment ça a trendé sur Amazon.fr, un truc comme ça, mais ça a été énormément lu. Et pour beaucoup de gens, ça a effectivement été une révélation. Moi, j'étais déjà parti, donc c'était pas une révélation. Mais pour beaucoup de gens, c'est comme pour ton père, ça ouvre des nouvelles perspectives, quoi. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu connais vraiment des gens qui bossent 4 heures par semaine? Ah, pardon, j'ai pas donné la note. C'était un 8 sur 10, parce que c'est une bonne note. Ça avait attrait au sujet. T'es allé droit au but. Ça a montré clairement l'impact que pouvait avoir le livre. Donc, non, très excellent. Ah, très bien. Putain, c'est ma meilleure anecdote jusqu'ici. Est-ce que tu connais des gens qui travaillent vraiment 4 heures par semaine? Il y a une personne peut-être que je connais, mais sinon, non, je connais personne. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment pas une majorité. D'ailleurs, même les gens qui ont la possibilité de le faire. La plupart, en fait, c'est qu'ils sont à la retraite, en fait. Tout simplement, c'est la plupart, en fait, ils ont acheté des apparts ou quoi que ce soit. Et puis, moi, enfin, la seule personne que je connais, c'est qu'il a acheté plein d'apparts. Et en fait, il récupère les loyers. Ouais, mais ça, c'est un investissement de capital. Enfin, c'est de la rente, ça a toujours été fait. C'est pas... Tim Ferriss n'a pas inventé la rente immobilière. Moi, je connais quelques personnes. Hein. Je connais un gars en particulier qui a monté une grosse boîte de support informatique, qui bossait comme un malade et qui a fini par automatiser un peu tout ce qu'il faisait. Et maintenant, il voyage un peu à travers le monde. Son business est automatisé. Il a rien remonté d'autre. Mais est-ce qu'il travaille vraiment 4 heures par semaine? 0 heures par semaine. C'est sûr, 100%, il fait plus rien dans le truc. Non, il fait plus rien, il se fait chier. Il y en a, ça existe, hein, mais c'est assez rare. C'est pas la majorité. C'est ça qui marche pas. Pour moi, c'est ça le problème, c'est que. Et je pense que la plupart des gens, quand ils lisent ça, ils se disent c'est vachement enviable de travailler que 4 heures par semaine. Mais quand vous avez la mentalité pour créer un gros truc, un gros projet qui fonctionne bien, qui ensuite vous permet de l'automatiser et de ne plus avoir à travailler, ce qui se passe à chaque fois, c'est que vous vous relancez dans le gros truc. C'est exactement ce que dit Tim Ferriss. Tim Ferriss te dit pas le but c'est ne rien foutre et aller à la plage et fumer des joints, tu vois. Tim Ferriss te dit ok, tu vas automatiser ton business, d'ailleurs tu vas faire un autre projet. Et lui il te raconte comment il va faire de la salsa, je sais plus, c'était du kung fu, du taekwondo, je me souviens plus, l'art martial. Oui, mais c'est des projets, c'est des personnels, c'est pas des projets ça business. change rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens devenir champion du monde de salsa, c'est un vrai investissement en termes de projet. Hein. Il n'y a pas que le business dans la vie. Et tu vois, l'idée étant que tu as un vide qui est créé dans ta vie, il faut le remplir par quelque chose, par un projet qui te drive, etc. Où tu as envie de mettre de l'effort, de l'ambition. Et pour Tim Ferriss, bon, ok, pendant un moment, il y a eu la salsa, ça plus que c'est le tai chi push hands, quoi, qu'il faisait. Même la salsa, j'ai l'impression qu'il l'exagère beaucoup. C'est-à-dire qu'il a passé 3 mois là-bas. Il est devenu champion du monde de salsa. Après, il faut être joli, mais il était vraiment. C'est un truc sérieux, champion du monde de salsa, ou c'est un truc que n'importe qui peut gagner parce qu'il y a 8 personnes? Non, c'est sérieux. Il est devenu champion. Donc, moi, je peux dire, je connais bien Tim Ferriss. Tim Ferriss, c'est un mec qui devient ultra sérieux, qui le fait à fond, qui va chercher les meilleurs pros du monde, etc. Il est devenu champion du monde de salsa. Il a gagné les championnats
nationaux aux États-Unis, c'est le Chinese kickboxing. Donc, c'est je sais pas, un art martial chinois, etc. Non, il l'a vraiment fait sérieusement, il l'a fait à fond. Et c'est un excellent athlète. Hein. Si tu regardes son émission qui s'appelle Tim Ferriss Experiment, tu vois que le mec, c'est pas une blague. Hein. Il sait vraiment faire un entraînement de bourrin, décomposer les choses, etc. Donc, il l'a fait sérieux. Mais est-ce que toi, tu ferais ça? Est-ce que, par exemple, ce serait un truc où tu te lancerais dans un projet comme ça, sportif? Ce serait le genre de truc que tu ferais? Par exemple, quoi par exemple? Et quand j'aurai appris à nager, je voudrais bien, apprendre à surfer. Voilà, ça fait partie des choses, tu vois, où je me disais, pour l'instant, tu vois, je suis vraiment concentré sur mon boulot, j'ai plein de projets intéressants, etc. Mais mettons, tu vois, je suis dans 3 ans, le truc est automatisé, j'ai plus tellement envie de lancer un autre gros projet de boulot, aller pendant 6 mois, me poser à Bali, aller apprendre à faire du surf, tu vois, c'est le genre de truc qui me semblerait cohérent. Et puis au bout d'un moment, finalement, tu fais pas du surf toute ta vie, enfin, tu vas pas passer forcément 15 ans de ta vie à faire du surf, et tu vas faire comme Tim Ferriss, tu reviens, pour lui, il est revenu à San Francisco, il a commencé à investir dans des startups, il a écrit un bouquin, il a lancé un site, il avait son site, mais il a lancé un podcast qui est aujourd'hui un podcast énorme, qui a des millions d'écoutes chaque mois. Tu vois, c'est une plateforme énorme pour lui. Donc tu vois, il a relancé de nouveaux projets au dos de ça. Mais entre deux, tu peux avoir une période où tu essayes de faire des projets annexes. Moi, ça me semble pas absurde du tout. Justement, c'est pas c'est ça la différence, c'est que c'est pas des projets annexes. C'est-à-dire que pendant 3 mois, ils se concentrent sur ça. Moi, honnêtement, ça me tenterait pas spécialement pendant 3 mois de me consacrer à un seul truc. Après, c'est chacun son truc. Hein. Moi, j'irais apprendre à faire du surf. J'irais clairement écrire un roman qui vendra 3 exemplaires et qui fera jamais une thune. De comment j'ai appris à faire du surf en 4 heures par semaine. Parce qu'après, après, Tim Ferriss, il faut dire, il a fait ça aussi. Il a fait comment être en forme à 4 heures par semaine, comment apprendre à cuisiner en 4 heures par semaine. Il a quand même utilisé la marque à fond, quoi. Et il a eu raison. Ah non, c'est du branding. Une fois que tu as une marque qui fonctionne, tu l'exploites au maximum, quoi. Il a eu 100% raison de jouer comme ça. À mon avis, lui, il le regrette un petit peu. Hein. Il dit l'histoire des 4 heures. C'est à la fois ma meilleure décision en termes de marque et aussi ma pire décision, puisque maintenant il est vraiment brandé comme étant le mec des 4 heures, et c'est vrai que c'est un peu cheesy, quoi. Ça semble un peu exagéré de dire 4 heures par semaine pour tout faire. Là, après il se le traîne un petit peu, mais d'un autre côté, en termes de vente et de best-seller, ça a marché. C'est une déclaration, et c'est viable. Honnêtement, si je gardais que mon business Amazon FBA et peut-être les autres trucs qui prennent vraiment pas de temps et que je déléguais totalement et que j'arrêtais de le croître, je pouvais vraiment consacrer 4 heures par semaine à mon business. Ce serait totalement possible. Ouais. Quoi. Donc, comme quoi, c'est vrai que par contre, quand j'avais lu, je m'étais dit, c'est impossible. Je m'étais dit, honnêtement, c'est totalement impossible. Et c'est en fait parce que quand tu es au stade de création principalement, effectivement, c'est pas possible. Mais une fois que tu es installé, 4 heures par semaine, ça vient pas du tout irréalisable. Quoi. Et il faut le savoir, il faut le dire. Et c'est dans le livre que Tim Ferriss, il te dit pas, tu vas commencer avec 4 heures par semaine. Il te dit, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un business énorme et ensuite je l'ai automatisé. Ouais, oui. Mais c'est ça que beaucoup de gens ont problème avec le livre, c'est que il t'explique pas comment il a monté le business. Il commence vraiment. Voilà, je travaille 4 heures par semaine, j'ai automatisé, mais il explique pas comment il a fait toute la partie avant, qui est quand même la partie la plus où là beaucoup de gens. Il y a très peu de gens qui sont concernés par le fait d'avoir déjà un business qui rapporte beaucoup d'argent et d'avoir juste à l'automatiser pour vivre tranquillement en travaillant 4 heures par semaine. La plupart des gens, ils sont quand même au stade. Comment est-ce que je fais pour arriver jusque-là, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, on va teaser un peu les gens, mais dans ma section lifestyle, j'aurai aussi un bouquin que je vous recommande, que j'ai lu après au même moment, et qui est beaucoup plus pratique sur cette partie. Comment tu démarres vraiment pour monter ce genre de business. Donc, si on fait le bilan, est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais à quelqu'un qui débute de prendre le temps d'aller lire La semaine de 4 heures ? Oui, parce que ça fait à la fois rêver et ça fait visualiser un peu aussi ce qui est possible. Et ça, je pense que c'est très important de garder en tête que c'est possible et que c'est atteignable, quoi. Et ça, pour moi, même si ça faisait 6 mois que j'étais digital nomade, travailler 4 heures par semaine, ça me paraissait pas du tout atteignable. Et quand même, depuis que j'ai lu, j'avais toujours ça à l'esprit en me disant, dans tout business que je me lançais, comment est-ce que je peux déléguer, quoi. Comment est-ce que je peux automatiser ? Et je pense qu'avoir ce mode de pensée et constamment chercher justement ça, cette automatisation, c'est un énorme atout. Ouais, moi je vais aller dans le même sens pour aller faire très vite. Hein. Moi je pense que ça reste un livre qui a eu un impact culturel énorme.
qui a beaucoup de choses à en apprendre, qu'il est assez dense en termes de contenu, parce qu'on s'en souvient pas forcément, mais si tu vas aller revoir tes notes ou aller relire le bouquin, du coup, il y a beaucoup de choses dedans, il y a pas mal d'idées assez intéressantes, et en termes de déconstruction et d'analyse, c'est plutôt bien foutu, et par ailleurs, ça reste une référence culturelle, et un truc qui a inspiré tellement de monde, que voilà, si vous débutez, ça devient à mon avis une bonne chose, un bon endroit où passer. Attends, un petit truc, c'est une petite anecdote encore, et tu me diras, je parle sous ton contrôle, hein, parce que tu sauras sûrement mieux que moi. Vas-y. Mais il me semble que Tim Ferriss a dit justement, au moment où il rédigeait ce livre, que en fait, l'année et demie où il l'a rédigé, c'était les pires années de sa vie, quoi. C'est il voulait absolument créer le livre parfait. Il s'en sortait pas au début, il a vraiment beaucoup galéré, il trouvait pas des gens pour l'éditer, pour le publier. Et donc, au moment où il écrivait les lignes, ma vie est super, je suis tranquillement en Bahamas et je fous rien. En réalité, pendant cette année et demie, il a bossé comme un chien pour sortir le livre. Et je crois que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup par rapport à sa créativité. Et je pense que ses bouquins suivants ont été encore plus durs à sortir. Et maintenant, il écrit plus de bouquins d'ailleurs. Il a arrêté d'écrire des bouquins, alors que ses bouquins étaient best-sellers sur best-sellers, mais il a arrêté d'en faire parce qu'il dit putain, c'est trop dur. C'est vraiment dur d'écrire un bouquin. Moi, j'ai beaucoup écrit et sortir un bouquin, c'est pas comme écrire des articles de blog. Hein. C'est vraiment très difficile, c'est très coûteux en termes d'énergie et d'investissement personnel, etc. Et je pense que lui, ouais, pour lui, c'était un investissement créatif énorme et il s'était pas considéré avant ça comme un auteur. Donc voilà, j'imagine que c'était pas facile. Et après, il a plus grand chose à faire en fait, parce qu'effectivement, il a d'une certaine manière, il se contredisait en investissant autant de temps. Mais après, une fois qu'il a sorti le livre, ça a assez rapidement très très bien marché. Et maintenant, chaque année, ça lui rapporte peut-être des millions, potentiellement des millions de dollars sur un travail qu'il a fait il y a 8 ans, quoi. Mais c'est pas sur son bouquin qu'il fait le plus d'argent. C'est sur ses investissements dans les startups. Il a un. Non, mais ce qu'il aurait pu investir, c'est quand même passé avant, quoi. Il n'aurait pas pu investir s'il n'avait pas d'abord gagné autant d'argent déjà avec les suppléments. Il avait vendu son business. Hein. Ouais, mais il n'était pas riche à ce moment-là. Il était peut-être un petit millionnaire à tout casser. Il avait une dizaine de millions qui devaient lui venir de son business. Et puis quand il a investi dans Evernote, c'est hallucinant le track record de Ferriss. Hein. C'est Evernote, Airbnb, Twitter, enfin c'est hallucinant. Donc, ce qui est bizarre, c'est que justement, je m'étais renseigné sur sa valeur et il l'estime être à 20 millions. Donc, ce qui ne coïncide pas vraiment avec le fait qu'il ait vendu son premier business à 10 millions. Tu sais que cette estimation-là, elle est absolument inventée. Hein. Ah, j'en sais rien. Moi, j'avoue que, de toute façon, pour les estimations de combien de personnes vaut, généralement, c'est un peu c'est un peu bidon. Mais c'est inventé. Basé sur les investissements que Tim Ferriss a fait, à mon avis, il doit peser beaucoup plus que 20 millions. C'est difficile à dire exactement combien, mais si tu veux regarder les startups dans lesquelles il a investi très tôt, il a vraiment eu quelques gros succès qui vont faire x400, tu vois. Donc même s'il a investi à chaque fois $50,000, tu vois, au final, ça va peser lourd. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi beaucoup aider les startups dans lesquelles il investit, parce que justement, il a une audience monstrueuse. Donc, il peut, en plus d'être un investisseur, c'est aussi un influenceur monstrueux. Donc, on passe à la section lifestyle. Est-ce que tu as une recommandation pour moi ? C'est un petit article tout minuscule qui a été recommandé sur le podcast de Tim Ferriss. Ça s'appelle The Day You Became a Better Writer. Et c'est le jour où vous êtes devenu un meilleur auteur. C'est Scott Adams, c'est ça ? Ça doit être ça, sûrement, oui. Je crois que ça s'appelle on mettra le lien dans l'article. Dibletberg, un truc comme ça. Mais de toute façon, vous tapez sur Google The Day You Became a Better Writer, vous allez trouver. Et en fait, c'est un article de même pas 500 mots qui a quelques idées qui font que vous pouvez tout simplement capter l'attention de votre public facilement. Notamment, un des conseils, c'est tout simplement la première phrase de tout blog post doit être très important, doit être très travaillée et doit être très un minimum choc, quoi, un minimum provocante. La première phrase, c'est la plus importante, c'est celle où vous devez convaincre directement. Il faut absolument que je lise cet article, quoi. D'ailleurs, Scott Adams est un excellent auteur et son blog est absolument génial en ce moment. Il chronique l'ensemble de la campagne américaine avec Donald Trump, etc. Alors que Scott Adams, à l'origine, c'est un mec qui faisait des petits cartoons dans les journaux et qui est devenu riche comme ça. Scott Adams, il a fait plus de 100 millions juste avec des cartoons dans les journaux. Enfin, c'est hallucinant. Et son blog est absolument génial. Je suis fan. C'est un des rares blogs que je suis. Tu sais, je suis abonné au flux RSS et je lis religieusement tous les articles qui sortent. Est-ce que tu as lu un livre qui s'appelle $100 Startup de
de Chris Guillebeau? Non, alors j'ai peut-être entendu parler, mais il me semble pas que j'ai lu. Donc pour moi, c'est un bon pendant à la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures te donne vraiment des grandes idées, l'automatisation, qu'est-ce que tu fais quand tu as un business qui tourne et que tu délègues, etc. Le $100 Startup, donc c'est l'idée de comment est-ce que tu peux monter ta boîte avec seulement $100 de budget, comment est-ce que tu trouves une idée, comment est-ce que tu la valides, etc. Donc c'est des éléments vraiment fondamentaux. Donc je pense que pour toi et moi qui avons beaucoup fait de choses, c'est des trucs qui vont nous sembler évidents, mais pour beaucoup de monde qui n'ont pas encore été dans le milieu entrepreneurial, ils ont encore cette idée que l'idée est vraiment importante, qu'il faut beaucoup d'argent pour débuter, que ça prend longtemps, etc. Et Guillebeau te montre beaucoup d'exemples. C'est pour ça que le livre est bien, parce qu'il y a beaucoup d'exemples différents de différents business auxquels tu n'aurais pas pensé. Je me souviens, il y avait des mecs qui vendaient des cartes, vraiment des cartes du monde. Tu vois, je sais pas, ils avaient tout un tas de différents business qui sont présentés. Et il te montre comment est-ce que ces business commencent, comment est-ce qu'ils commencent avec assez peu d'argent, avec assez peu de budget, comment est-ce que l'idée est validée, comment est-ce que ça grandit au fur et à mesure. Et c'est un livre bien foutu avec des success stories et qui est assez inspirant pour les gens qui départent et qui est vraiment t'en tirera des leçons concrètes. Là où peut-être un Tim Ferriss t'inspire mais sans pouvoir te donner les choses à faire aujourd'hui, quoi. Et t'as commencé avec combien toi d'ailleurs? T'as investi combien dans ton business? J'ai investi le prix d'un domaine et d'un hébergement, quoi. Donc 20 €, je pense. Parce que j'ai commencé avec un thème gratuit, et puis avec un plan gratuit sur Mailchimp. Donc voilà, ça, le 10 € pour un domaine plus un hébergement. Moi, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 30 € parce que c'était un .fr et ça coûte plus cher qu'un .com. Donc effectivement, j'ai commencé avec 30 € et dans nos deux cas, on a commencé avec 20 et 30 € et l'immense majorité des nomades digitaux, ils ont commencé avec des sommes comparables, quoi. Ah ouais. C'est très rare que quelqu'un qui va mettre 5 000 € dans un site et va le lancer sans rien avoir à l'origine va réussir du premier coup. Enfin, il n'y a pas de miracle, hein. Au final, au départ, tu galères un petit peu, tu rames un petit peu, donc autant commencer le plus possible avec le moins de budget. Parce que j'ai l'impression que ça arrive très souvent, c'est des gens salariés, donc qui ont un peu d'argent, eux, qui partent dans un grand projet, ça marche pas, ils retournent salariés, quoi. Et j'ai l'impression que c'est qu'ils pensent que s'ils balancent 5 000 € à quelqu'un pour créer un site, ça va forcément... Toi, ils attribuent pas la valeur aux bons endroits, quoi. Est-ce que ça te semble un truc assez récurrent? Je pense aussi qu'il faut reconnaître qu'on est tous les deux dans une situation où on avait beaucoup de temps à investir. Donc on pouvait se permettre d'investir du temps là où on n'avait pas d'argent. Tu vois, les gens qui ont moins de temps essayent d'investir de l'argent pour accélérer les choses, etc. Ce qui est raisonnable. Enfin, moi, si tu avais dû monter le site que j'avais monté... Et c'est un peu ce qu'on fait maintenant aussi. Ouais, c'est ce qu'on fait maintenant. Quand on engage du monde, quand au lieu de te faire chier à monter ce podcast, t'engages un ingé son, quand au lieu de bidouiller sur ton site, t'achètes un thème où tu payes un développeur, c'est ce qu'on fait maintenant. Mais voilà, au départ, on a commencé. Enfin, au départ, moi, je dépensais le moins d'argent possible. Je faisais tout moi-même à la main. Je faisais des recherches Google interminables pour économiser 15 €. Voilà, j'étais un pur rapia. J'étais vraiment. Bon, moi, j'avais très vite eu cette idée. T'es toujours là? Je suis toujours là. J'écoute attentivement. J'avais très vite eu cette idée que moins d'argent je dépensais, plus longtemps je pouvais tenir sans avoir besoin de prendre un boulot. Tu vois, cette idée de la piste de décollage. Il fallait que je puisse tenir le plus longtemps possible sur mes économies pour pouvoir avoir le temps de décoller. Je pense je préparais un podcast justement sur cet état d'esprit qui est effectivement l'idée, au lieu de se concentrer sur gagner plus d'argent, on se concentre surtout sur limiter les dépenses. Et je pense que c'est un gros frein de manière générale. Ouais, en effet. Donc on va se quitter là. On se retrouvera jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigital.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner pour ne manquer aucun épisode, nous laisser votre avis sur iTunes, ce qui est vraiment une aide énorme pour le podcast. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Arrivederci. Je suis arrivé. 2 secondes. Attention. Arrivederci. Merci, Paul. De rien.